Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Journée de la femme, le 8 mars, je veux bien. En même temps, il se passe des choses inqualifiables ici et là, comme l'excision et l'infibulation qu'on justifie au nom des traditions. Mais les traditions sont-elles immuables quand on sait que même les baobabs finissent par tomber? Au Kenya, des exciseuses gagnent jusqu'à 250 € par jour. Faites le calcul. Hommes et femmes sont complices dans cette forfaiture. Une jeune femme instruite, moderne, à qui je demandais un jour son avis sur l'excision dans son pays, quelque part en Afrique de l'Ouest, m'a répondu sans détour: « Je suis moi-même excisée et je ne m'en plains pas. Si un jour j'ai une fille, je la ferai également exciser. » Savez-vous qu'au moment où j'écris ces lignes, de nombreuses femmes dans certains pays n'ont pas le droit de voyager ou d'ouvrir un compte bancaire sans l'aval de leur mari? Que quelque part en République démocratique du Congo, une femme a été nommée ministre dans un gouvernement provincial et que son parrain, tel un membre de la Camorra napolitaine, a exigé qu'elle lui verse chaque mois une partie de son salaire. Que des mères maquerelles nigérianes envoient leurs jeunes filles de leur pays faire le trottoir en Europe. Que des étudiantes en journalisme, pour attirer sur elles l'attention des hommes, préfèrent travailler à la télévision. Femme, libère-toi toi-même, je te le dis. Ton existence ne dépend pas de l'homme, ni du 8 mars, qui n'est qu'une date symbolique parmi d'autres. Chitenge Lubabu, Jeune Afrique, 8 mars 2014. Mise en onde de Junie Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver ce dimanche matin. J'aimerais tout d'abord prendre le temps de souhaiter une bonne journée internationale des droits de la femme à toutes nos auditrices, à toutes celles qui nous suivent. J'espère que l'émission d'aujourd'hui nous permettra à toutes et à tous de faire un pas de plus dans les réflexions de ce qu'il nous manque à faire dans nos pays pour qu'on parvienne à une parfaite égalité des droits entre les femmes et les hommes. Je vous invite donc à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. En tout cas, offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Dans un premier temps, nous allons regarder ce qui marche plus ou moins chez nous, car il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui semblent progresser chez nous. Nous allons les regarder dans un premier temps. Et dans un second et dernier temps, nous allons regarder ce qui ne marche pas chez nous. Et nous ferons, à la toute fin de l'émission, la réflexion que voici. Est-ce normal qu'au XXIe siècle, nous continuions à traiter ainsi les femmes chez nous? Alors, restez là. Ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Alors c'est ça, avant la pause, on s'était promis de regarder dans un premier temps ce qui marche chez nous en matière des droits de la femme. Et en fouillant comme ça, je suis tombé sur quelques statistiques réjouissantes. Saviez-vous que 3 pays africains figurent dans le top du classement mondial de la représentation des femmes dans les parlements nationaux? Je ne le savais pas, mais c'est une bonne nouvelle. Par exemple,
on note qu'en Afrique du Sud, 41% des députés sont des femmes, et c'est extraordinaire. Quand on sait, par exemple, tout ce que l'Afrique du Sud représente en termes d'histoire d'apartheid, de ségrégation et de souffrance pour les personnes noires en général, et donc pour les femmes doublement, eh bien que d'apprendre que 41% des députés au Parlement sud-africain sont des femmes, eh bien franchement, je n'en reviens pas, je m'en réjouis, c'est un progrès dont il faut parler. Au Sénégal aussi, n'est-ce pas? Au Sénégal, 43% des députés sont des femmes. Mais bravo, c'est extraordinaire. Je pense que c'est de bons modèles qu'il faut envoyer à nos filles. C'est de bons modèles qu'il faut envoyer, n'est-ce pas, aux jeunes, à savoir, oui, la politique est faite pour elles aussi. Après tout, c'est la moitié de l'humanité. Eh bien, le Rwanda se hisse au top du classement de tous les pays avec 64% des femmes de la Chambre des députés. C'est des progrès extraordinaires. Pourquoi je prends le temps de souligner cela? Parce que souvent, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de l'avancée des droits de la femme dans nos pays, eh bien, on n'a que des mauvaises nouvelles. Mais là, je suis tellement heureux d'apprendre qu'en Afrique du Sud, au Sénégal et au Rwanda, n'est-ce pas, les femmes font de véritables progrès au Parlement. Et vous savez, le Parlement, son rôle, c'est de faire des lois. Et les pays, n'est-ce pas, sont dirigés à partir des politiques publiques qui sont décidées dans nos parlements. Eh bien, si dans nos parlements, les femmes occupent de plus en plus de place, eh bien, il est à espérer qu'un beau jour, la situation, la configuration, le niveau de vie dans nos pays changera aussi. Car il a été prouvé dans des départements de gestion, il a été prouvé dans des départements de management que quand c'est les femmes qui sont au pouvoir, eh bien, le pouvoir a un visage plus humain. Quand c'est les femmes qui gèrent, quand c'est les femmes qui administrent, n'est-ce pas? Eh bien, les administrations ont un visage beaucoup plus humain. Eh bien, applaudissons cette bonne nouvelle. Applaudissons ces trois pays, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Rwanda, où les femmes prennent de plus en plus de place, n'est-ce pas, au Parlement. Souhaitons que ces exemples-là soient suivis dans d'autres pays et que ça devienne une pratique normale, la règle du 50% en politique. Bravo aux Sud-Africaines, bravo aux Sénégalaises, bravo aux Rwandaises. Eh bien, il y a d'autres progrès, c'est que le protocole sur les droits des femmes en Afrique dresse un premier bilan très positif. Vous savez, le protocole des droits des femmes en Afrique, c'est un protocole qui a été signé en 2003 et qui est entré en vigueur en 2005. Eh bien, les gens qui font partie, les signataires de ce protocole-là, dressent un premier bilan très positif de l'avancée des droits des femmes, n'est-ce pas, dans des pays noirs. D'abord, on note que les femmes ont de plus en plus accès à la justice dans les pays signataires, n'est-ce pas, de ce protocole. Et même si à la base, n'est-ce pas, c'est un protocole qui a été signé par 15 pays originellement, mais de plus en plus de pays signent, n'est-ce pas, ce protocole-là parce que on reconnaît qu'il y a des progrès qui doivent être enregistrés en matière des droits de la femme et que ce n'est pas normal de continuer à traiter les femmes comme si on était encore, n'est-ce pas, à l'âge de la pierre taillée. Donc, il y a des progrès. Ce même protocole des droits des femmes note que les femmes occupent de plus en plus de postes, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle des postes de décision. On les retrouve comme juges, on les retrouve dans des instances financières, on les retrouve, n'est-ce pas, dans le gouvernement, on les nomme comme ministres et quelques-uns de nos pays sont même dirigés par des femmes. Eh bien, bravo, c'est des progrès qui nous paraissent peu du côté occidental, mais qui sont tellement importants, n'est-ce pas, dans nos pays où on ne reconnaît pas toujours que c'est quelque chose de normal, de tout à fait normal, que des femmes parviennent à l'égalité avec des hommes. Donc, ayant dit ces choses positives, nous allons regarder maintenant de manière lucide, de manière froide, sans porter de jugement, ce qui marche bien
enfin ce qui marche moins bien dans nos pays respectifs, de manière à faire cette nécessaire réflexion sur ce qu'il faut faire pour changer les choses dans nos pays. En parlant de choses positives, je pense qu'il est de mon devoir, à ma qualité de pédagogue, de souligner que nous ne sommes pas partis de rien et qu'en matière de l'égalité des droits de la femme, surtout dans le domaine politique, il y a des pionnières dont il faut parler. C'est des pionnières qui ont brisé le fameux plafond de verre et qui ont fait la démonstration, n'est-ce pas, qu'il est possible pour des femmes de diriger des pays africains, d'autant que notre histoire est remplie, notre histoire précoloniale, notre histoire d'avant la colonisation, d'avant l'esclavage, n'est-ce pas, est une histoire faite de souveraines, est une histoire faite de reines, est une histoire faite, n'est-ce pas, de chefs au féminin. Sauf que dans les temps modernes, on a pensé que non, la politique était faite pour les hommes et cela est en train de changer. Si cela est en train de changer, c'est heureusement grâce à l'exemple courageux que certaines femmes nous ont laissé. Et je voudrais leur rendre hommage ce matin, tandis que nous allons réfléchir ensemble, n'est-ce pas, au chemin que nous avons parcouru, mais à la longue route qu'il nous reste, n'est-ce pas, à parcourir de manière à parvenir à l'égalité parfaite entre la femme et l'homme. Alors, la première dont on doit parler et dont on va parler, c'est justement de Madame Ellen Johnson Sirleaf au Libéria, qui fut la première femme présidente élue en Afrique dans les temps modernes. C'était quand même quelque chose. On connaissait Madame comme une spécialiste de la finance qui a fait ses débuts et qui a fait ses armes à la Banque mondiale, mais que de l'avoir hissée, n'est-ce pas, à la magistrature suprême au Libéria, c'était quelque chose. Madame avait fait ses débuts en finance, elle a travaillé pour la Banque mondiale et elle a consacré sa mandature justement à réduire la dette publique du Libéria. Et là, ça montre encore une fois comment une femme gère différemment d'un homme. C'est prouvé, je l'ai dit, dans les facultés de gestion, dans les facultés de management, qu'une femme va prendre des décisions beaucoup plus humaines. Une femme va prendre des politiques publiques à visage plus humain. Eh bien, Madame, n'est-ce pas, Sirleaf, pendant son mandat, n'est-ce pas, au Libéria, a consacré toute son énergie à la réduction de la dette. Et ce qu'il faut constater, c'est qu'après ces 2 mandats, puisqu'elle a été élue 2 fois, elle ne s'est pas accrochée au pouvoir, contrairement à ce que nous, les hommes, aimons faire. Quand est venu le moment pour elle de laisser le pouvoir, elle est partie et il n'y a pas eu de guerre civile parce qu'elle a voulu s'accrocher au pouvoir. Et ça, c'est une notion qu'il nous faut, n'est-ce pas, souligner en l'honneur de la femme, c'est que puisque dans nos pays, la femme, c'est la gardienne des traditions, eh bien, en sa qualité de gardienne des traditions, elle veut en même temps lancer le message de la manière dont les choses devraient être faites. Quand est venu le moment pour elle de laisser le pouvoir, après ses 2 mandats, elle l'a fait sans anicroche. Or, jusque-là, à quoi sommes-nous habitués, n'est-ce pas, en Afrique? C'est des pouvoirs qui sont conquis par des hommes, et quand ces derniers sont au pouvoir, la plupart du temps, comme on le sait, n'est-ce pas, ils s'accrochent indéfiniment. Nous devons rendre hommage à Madame Sirleaf, qui a complété 2 mandats à la tête du Libéria, et qui a remis le pouvoir conformément aux vœux de sa constitution. Ça, c'est de beaux exemples dont on ne parle pas suffisamment, des exemples qu'il faut proposer, n'est-ce pas, à la jeunesse. La deuxième personne dont il faut parler, eh bien, c'est de Madame Joyce Banda au Malawi, qui elle-même, n'est-ce pas, a occupé la magistrature suprême dans son pays. Elle est devenue présidente en avril 2012, mais fait très important à souligner, dès son élection, Madame a procédé à une réduction de son salaire.
Ça, honnêtement, ce n'est pas quelque chose que j'entends tous les jours, n'est-ce pas, dans les pays africains. Ce n'est pas quelque chose que j'entends tous les jours dans les pays noirs. Moi-même, je suis haïtien. Au contraire, quand les hommes parviennent au pouvoir, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se donnent plein de privilèges. On parle de per diem, on parle de frais spéciaux, on parle de voitures de fonction, on parle, n'est-ce pas, de détournement de fonds, et l'exemple de Madame Joyce Banda doit être souligné, ne serait-ce que pour cette raison. Elle a consenti d'elle-même, n'est-ce pas, une réduction de salaire parce qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait, ce qu'elle recevait, n'est-ce pas, était bien au-delà de ce que la moyenne de ses concitoyennes recevait. Aussi a-t-elle choisi une réduction de salaire. C'est des exemples dont on n'entend pas souvent parler, mais qu'il faut divulguer, qu'il faut publiciser pour que nos jeunes sachent que les choses ne sont pas toujours mal chez nous et que des femmes tentent tant bien que mal, n'est-ce pas, de les changer. Mais il faut parler d'Haïti. Laissez-moi vous dire, la seule fois, et je dis bien, la seule fois dans toute l'histoire d'Haïti, imaginez que Haïti est un pays indépendant depuis 1804. Nous sommes en 2021, donc ça fait 217 ans que nous sommes devenus un État libre et indépendant. Eh bien, laissez-moi vous le dire, la seule fois qu'il y ait eu des élections véritablement démocratiques en Haïti, c'était en 1990, des élections qui ont porté au pouvoir justement le président Jean-Bertrand Aristide. Et savez-vous par qui ces élections ont été organisées? Par une femme. La seule femme jamais présidente dans toute l'histoire du pays, eh bien, Madame Herta Pascal Trouillot, eh bien, il faut lui rendre hommage. Dieu merci, elle est encore en vie. J'espère qu'elle est à l'écoute. Si elle ne l'est pas, si vous avez des contacts avec elle, transmettez-lui, n'est-ce pas, nos mots d'hommage. Je pense que c'est important qu'on honore ces femmes-là de leur vivant. La seule fois, répétais-je, que des élections libres et démocratiques aient été tenues en Haïti. Imaginez toute la pression que cette dame a dû avoir subie, de la pression de la part des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont dépêché un ancien président en Haïti, en la personne de Jimmy Carter, pour essayer, n'est-ce pas, de truquer ces élections, pour essayer d'en infléchir les résultats. Mais cette dame s'est tenue debout, en sorte que non seulement elle a organisé des élections libres, honnêtes et démocratiques, mais quand est venu le moment de passer l'écharpe présidentielle au nouvel élu, le président Jean-Bertrand Aristide, elle l'a fait aussi à temps. Elle ne s'est pas accrochée au pouvoir. Et quand on regarde, n'est-ce pas, la série de magouilles, le président actuel haïtien, c'est quelqu'un qui s'est accroché au pouvoir malgré le fait que la Constitution a décidé que son mandat a pris fin depuis le 7 février dernier. Eh bien, c'est l'occasion de rappeler que s'agissant de Madame Herta Pascal Trouillot, non seulement a-t-elle organisé ses élections, mais elle a remis l'écharpe présidentielle à temps. J'ai pris ces exemples-là, j'aurais pu consacrer toute l'émission à camper le portrait de ces femmes qui ont brisé des plafonds de verre et qui ont fait la démonstration, comme si c'était nécessaire de la faire, cette démonstration, que les femmes aussi peuvent diriger, au fond qu'elles dirigent bien. Au fait, toute l'histoire de l'Afrique, c'est cela, hein? Parce que souvent, lorsqu'on va parler de l'Afrique, on oublie que même pendant la période de la traite négrière, certains pays qui résistaient, n'est-ce pas, à la tentative, qui résistaient à l'entreprise inhumaine de l'esclavage, étaient dirigés par des femmes. Et lorsque nos ancêtres ont été capturés pour amener comme esclaves, n'est-ce pas, ailleurs en Amérique, eh bien souvent, à la tête des marrons, ceux qui fuyaient l'esclavage, on retrouvait des femmes. Et nos ancêtres ont accepté de les suivre parce que on n'a jamais eu, n'est-ce pas, historiquement, ce problème sexiste qui nous empêchait de suivre une femme parce que c'était une femme ou alors qui exigeait comme leader un homme. Ça a changé. Il faudra se poser la question, mais à partir de quel moment cela a changé et pour quelles raisons cela a changé, nous allons en parler dans la dernière partie de l'émission.
Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. Alors, quand on prend le temps d'étudier l'histoire de l'Afrique, eh bien, toute l'histoire de l'Afrique, n'est-ce pas, c'est une histoire de grands empires, mais avec à leur tête des femmes aussi. Pensez, par exemple, pensez à la Nubie, pensez à l'Égypte, n'est-ce pas, la condition enviable des femmes dans, n'est-ce pas, le système social égyptien, pour ne citer que ces exemples-là. Et encore une fois, il faudra se poser la question, quand est-ce que cette cassure a-t-elle eu lieu, en sorte que on a assisté au fil des siècles derniers, n'est-ce pas, à un recul des femmes en matière de droit, à un recul des femmes en matière d'égalité. Donc on va se poser la question vers la fin de l'émission. Et si on veut que ça change, eh bien on a besoin de comprendre quand est-ce que cela est arrivé et surtout pourquoi cela est arrivé. Alors, maintenant qu'on a vu ces beaux exemples de ce qui marche bien chez nous, maintenant qu'on a parlé de ces pionnières dans les temps modernes, eh bien, on va essayer à partir de maintenant de projeter la lumière sur ce qui semble moins bien marcher, ce qui marche en vérité moins bien chez nous. Eh bien, j'ai fait une petite liste de 7 problèmes qui constituent, quant à moi, les handicaps majeurs dans nos pays en matière des droits de la femme. Eh bien, le premier handicap, c'est l'éducation. On ne peut pas véritablement parler de démocratie, on ne peut pas véritablement parler de droits de la femme, on ne peut même pas, n'est-ce pas, aspirer à l'égalité des droits de la femme si on ne lui donne pas des outils qui vont l'aider à s'émanciper en matière d'éducation. Je pense à un monsieur comme Nelson Mandela qui a dit, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, que le premier outil qui va aider le développement, qui va aider au développement de son pays, le premier outil qui aide à l'émancipation de l'humain, c'est l'éducation. Or, on constate, les statistiques sont là pour le démontrer, que dans nos pays noirs, il y a une négligence en matière, n'est-ce pas, d'éducation de la fille, surtout si cette jeune fille vit, n'est-ce pas, dans des milieux ruraux. Les parents s'imaginent que tout ce qui est important à cette jeune fille devenue grande, c'est d'avoir un homme, et si elle a un homme et qu'elle fasse des enfants, n'est-ce pas, c'est tout ce dont elle a besoin, l'école n'est pas nécessaire. Le pire, c'est que nos politiciens, le pire c'est que nos dirigeants, le pire c'est que nos sociétés s'accommodent, n'est-ce pas, d'un tel handicap en acceptant qu'un taux parfois très élevé, parfois le taux peut atteindre, n'est-ce pas, les 40% des jeunes filles qui vivent en zone rurale, on accepte que ces jeunes filles-là n'aillent pas à l'école. Eh bien, qui dit démocratie dit démopédie. Les droits démocratiques vont de pair avec le droit à l'éducation, le droit à la scolarisation. Et souvent, on va élever donc le gars de manière différenciée par rapport à la fille. On va trouver que c'est un droit pour le gars d'avoir accès à l'éducation, c'est un droit pour le fils d'aller à l'école, mais quant à la jeune fille, elle est restée à la maison pour s'occuper des affaires domestiques parce que on perçoit dans sa présence quelque chose qui est plus rentable pour la famille. Elle aide dans des travaux de l'agriculture, elle aide dans des travaux de l'élevage et donc on néglige son éducation. Et bien, quelques années plus tard, on voit, n'est-ce pas, les conséquences de cela, c'est que on a des sociétés qui sont largement dominées par des hommes parce qu'ils sont plus instruits, parce qu'ils ont été à l'école, parce que les parents ont accepté de les envoyer eux à l'école, tandis qu'on a gardé les jeunes filles à la maison pour toutes sortes de raisons qui s'expliquent par la religion, on va en parler, et par, n'est-ce pas, les coutumes. Et à ce stade-ci, c'est important de citer notre frère Malcolm X qui a dit ceci,
Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Tandis qu'éduquer une fille, c'est d'éduquer un village ou une nation. Pour quelle raison? Parce que la femme, elle, quand elle reçoit quelque chose en héritage, elle va le partager aux autres. Elle va, n'est-ce pas, l'enseigner, elle va le distribuer avec toute sa communauté. Tandis que les hommes, les mâles, eh bien, ils gardent ce qu'ils reçoivent pour eux. Donc, le premier handicap qu'il nous faut adresser si l'on veut que la femme parvienne à l'égalité des droits avec l'homme, il faut offrir à la femme cet outil fondamental de l'émancipation qui est l'éducation. Notre frère Thomas Sankara, dans un contexte comparable, disait que la libération de l'Afrique, la libération, n'est-ce pas, de son pays, passe par la libération de la femme. Et il s'est battu même contre les chefs traditionnels de son pays pour l'égalité des femmes. Donc c'était un féministe sans le terme, en ce qu'il croyait, avec raison d'ailleurs, qu'on ne peut libérer une collectivité, qu'on ne peut libérer une communauté si l'autre moitié, c'est-à-dire la femme, n'est pas libérée elle-même. Et nos amis, nos pays noirs ont beaucoup de retard à rattraper en matière d'éducation de la fille. Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à un jour de son bac, elle fait un enfant, allez, renvoyez. Si la fille n'est pas éduquée, on ne peut espérer plus tard qu'elle dirige nos banques, on ne peut espérer plus tard qu'elle dirige nos pays, on ne peut espérer plus tard qu'elle s'occupe de nous en sa qualité d'infirmière et de médecin. Eh bien, le retard que nous accusons en tant que pays noir s'explique aussi par le retard que nous infligeons à nos filles en matière d'éducation. Parfois, quand on les envoie à l'école, on va laisser les gars terminer, n'est-ce pas, leur cycle d'études. On va laisser les gars, n'est-ce pas, pousser leurs études aussi loin qu'ils souhaitent les pousser. Mais même si on envoie la jeune fille à l'école, à un moment donné, on va lui dire ça suffit. Maintenant que vous savez lire, maintenant que vous savez écrire, maintenant que vous savez comment signer, n'est-ce pas, un papier, vous allez arrêter les études au cycle primaire, vous allez arrêter les études au cycle secondaire, en sorte que très peu d'entre elles vont pousser jusqu'à l'université, et ce ne sont pas de beaux exemples à offrir à la jeunesse. Pour quelle raison? Parce que aujourd'hui, les sociétés qui se démarquent le sont par ce qu'on appelle le capital humain. Les sociétés qui se démarquent parce qu'on appelle le capital du savoir. Si nos pays accusent des retards socio-économiques, si nos pays accusent des retards en matière de droits de l'homme, c'est parce que nous négligeons ce droit fondamental de la femme qu'est le droit à l'éducation. Au fait, ce n'est même pas un privilège, ce n'est pas une faveur, c'est un droit aussi fondamental que le manger et le boire, le droit à l'éducation. Un deuxième handicap où nous avons besoin, n'est-ce pas, de faire du rattrapage dans les pays noirs, c'est l'accès qui doit être consenti aux femmes en matière de crédit. C'est vrai que le microcrédit, n'est-ce pas, devient accessible de plus en plus aux femmes dans nos pays, mais le mot même le dit, microcrédit. C'est des petits montants qu'on consent aux femmes pour qu'elles puissent se lancer dans de petits commerces, pour qu'elles puissent se lancer dans de petites entreprises. Mais savez-vous, et je l'ai dit, n'est-ce pas, au début de l'émission, que dans beaucoup de nos pays, même pour qu'une femme puisse se lancer en affaires, elle a besoin, n'est-ce pas, cette femme-là a besoin du parrainage des hommes. Et donc, ça a été prouvé par des statistiques que
quand c'est une femme qui gère une entreprise, quand la femme a accès au crédit, eh bien, c'est pas seulement elle qui en bénéficie, ce ne sont pas seulement ses enfants qui en bénéficient, c'est tout le village, c'est toute la communauté, en sorte que, précisément parce que nos entités, nos instances financières ont été conçues et pensées par des hommes, eh bien, elles favorisent, n'est-ce pas, l'accès aux hommes aux dépens des femmes. Or, l'argent, justement, c'est le nerf de la guerre. Si on ne permet pas à nos femmes, si on ne permet pas à nos sœurs, si on ne permet pas, n'est-ce pas, si on ne permet pas à nos filles d'avoir accès au crédit, d'avoir accès au capital, eh bien, nous allons continuer à traîner la patte, n'est-ce pas, en matière économique. Aujourd'hui, en Occident, on voit une véritable conscientisation pour penser autrement le crédit, pour penser autrement l'évaluation du risque, de manière à permettre à la femme d'avoir accès au capital. Nous avons besoin, nous aussi, chez nous, n'est-ce pas, d'avoir une telle réflexion, de manière à permettre à nos femmes d'avoir véritablement accès au crédit. Quand les femmes ont accès au crédit, les entreprises sont gérées non pas dans le but d'accumuler des profits, les entreprises sont gérées de manière à ce qu'elles profitent à tout le monde. Quand des femmes gèrent des entreprises, ce qui compte, ce n'est pas la rentabilité à tout prix, ce qui compte, c'est le côté humain, n'est-ce pas, de l'entreprise. On va accorder plus d'importance à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Quand les entreprises sont gérées par des femmes, on est plus sensible à toute la question du rapport entre le travail et la famille, ce qui devient aujourd'hui une nécessité. On a de jeunes familles, on a de jeunes professionnels qui, en plus de leurs responsabilités, n'est-ce pas, familiales, doivent jongler avec des responsabilités professionnelles. Eh bien, quand nos entreprises sont gérées par des femmes parce que ces dernières ont accès au crédit, parce que ces dernières ont accès au capital, c'est toute la société qui devient plus humaine. On n'a qu'à se rendre à l'un ou l'autre ou l'un quelconque de nos pays pour réaliser qu'effectivement, l'économie, elle est tournée par les femmes, car c'est ces femmes-là qu'on retrouve dans les rues, ces femmes-là qu'on retrouve dans les boutiques, c'est ces femmes-là qu'on retrouve dans des petits magasins et qui se débrouillent, n'est-ce pas, avec le peu qu'on leur consent. Imaginez à quoi ressembleraient nos sociétés si ces femmes-là avaient accès à de véritables capitaux. Imaginez, n'est-ce pas, à quoi ressembleraient nos sociétés si on ouvrait l'accès au crédit bancaire, si on ouvrait l'accès, n'est-ce pas, aux sphères de décision, on va en parler, aux femmes. Eh bien, nos sociétés seraient beaucoup plus humaines, nos sociétés seraient beaucoup plus équitables et les profits bénéficieraient pas seulement à une oligarchie, les profits bénéficieraient vraiment à la collectivité. Nous avons en tant qu'homme, une réflexion à faire parce que nos systèmes financiers, l'évaluation des risques, n'est-ce pas, les concepts économiques ont été mis sur le marché par des gars pour des gars. Il est temps d'ouvrir, n'est-ce pas, l'espace aux femmes et de leur permettre de faire les choses à leur façon. C'est nous tous, nous toutes qui allons en bénéficier. Troisième handicap, mais c'est la place dans les sphères de décision. J'ai parlé de ces progrès intéressants, de ces progrès encourageants dans des parlements, dans des pays comme l'Afrique du Sud, dans des pays comme le Sénégal, dans des pays comme le Rwanda. J'ai cité l'exemple de ces pionnières qui ont été élues présidentes, n'est-ce pas, dans quelques-uns des pays africains, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas que la politique, vous savez, pour changer les choses. Les sphères de décision. Il n'y a pas que la politique pour changer les choses. On a besoin, n'est-ce pas, que les femmes occupent de plus grandes places dans des médias, par exemple, où elles continuent à être minorisées. Regardez nos pays. Les influenceurs restent des gars qui, n'est-ce pas, souvent émettent des idées machistes, qui souvent émettent des pensées sexistes, et les politiciens qui suivent les tendances de leur population, parce que ces tendances-là sont influencées par des gars, eh bien, les politiciens font le relais, ils font écho à ce qui se dit dans les médias.
Voilà pourquoi on a besoin que les femmes soient, n'est-ce pas, représentées justement dans des sphères de décision. On a besoin que les femmes soient mieux représentées dans des pôles de représentation. Qu'est-ce qu'on entend par pôle de représentation à la télé? Qu'est-ce qu'on entend par pôle de représentation, n'est-ce pas, à la radio? Qu'est-ce qu'on entend par pôle de représentation? La politique, c'est vrai qu'il y a des progrès, ça ne suffit pas. On a besoin des femmes, n'est-ce pas, dans des institutions économiques, dans des institutions financières. Car pour changer les choses, les femmes doivent véritablement avoir accès à cela. J'ai cité l'exemple de cette femme qui a consenti une réduction de salaire en sa qualité de présidente. Moi, ça m'a fait réfléchir parce que c'est pas tous les jours qu'on entend ça. Dans mon pays respectif, précisément parce que ce sont des gars qui s'accaparent du pouvoir, qui le monopolisent, plutôt que de consentir des réductions de salaire, eh bien, ils s'accordent des per diem à l'insu de la population. Imaginez ce que ça donnerait comme société si ces femmes-là, nos femmes, nos sœurs, nos mères, nos filles, nos copines, n'est-ce pas, avaient accès comme nous aux sphères de décision. C'est la société elle-même qui changerait. Un autre handicap à l'égalité des droits pour les femmes, c'est la question de l'héritage. Vous savez, vous serez peut-être choqué d'apprendre que dans certains pays africains, la femme ne peut toujours pas hériter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la femme a toujours un statut de mineur. Si son mari meurt et qu'il laisse un certain héritage, c'est le fils, même s'il est encore mineur, qui devient l'héritier. Et si cette femme n'a pas de fils, eh bien, il faut qu'elle trouve un parrain ou alors c'est son prochain mari qui va hériter, n'est-ce pas, de ce qui lui revient de droit. Et on accepte cela en mettant cela sur le compte de la religion, en mettant cela sur le compte des traditions. Mais comment voulez-vous, n'est-ce pas, qu'on puisse parler de l'égalité des droits si en matière d'héritage, et souvent, lorsqu'on dit héritage, c'est la question de la terre. Et vous savez que dans nos pays à vocation agricole, qui a la terre devient potentiellement riche ou qui n'a pas de terre est pauvre. Eh bien, comment peut-on imaginer l'égalité des droits pour la femme quand dans beaucoup de nos pays, on lui refuse, n'est-ce pas, l'héritage? Au Nigeria en particulier, même si la loi a été changée en la matière, permettant sur papier à la femme d'hériter, mais dans les faits, souvent dans les zones reculées, à cause des traditions, chez les Ibo en particulier, à cause des traditions, à cause de la religion, eh bien la femme va toujours avoir le statut d'une mineure, ce qui l'empêche d'hériter. Or, je l'ai dit tout à l'heure, l'héritage souvent c'est la terre. Or, précisément parce que nous vivons dans des pays à vocation agricole, quand on a la terre, eh bien, il y a de véritables possibilités de mener une vie décente, mais quand on n'a pas la terre, on est condamné à la pauvreté. Il faut que ces choses-là changent. Donc, c'est bien beau d'envoyer, n'est-ce pas, nos filles à l'école, mais si elles demeurent incapables d'hériter, on n'est pas plus avancé. Mais souvent aussi, dans quelques-uns de nos pays, la femme a toujours besoin d'un parrain pour ouvrir un compte bancaire. Elle a besoin d'un parrain pour avoir accès à un prêt, parfois même pour pousser ses études au-delà du niveau secondaire, pour entrer à l'université. Elle a besoin de la signature soit de son père, soit de son mari. Mais bon Dieu, dans quel siècle vit-on? Quand on sait que même dans l'Égypte ancienne, pas vrai, la femme pouvait hériter librement, eh bien, on ne s'explique pas qu'au 21e siècle, certains de nos pays africains, n'est-ce pas, en soient encore à refuser à la femme le statut d'héritière ou à imposer à la femme la nécessité de la signature d'un parrain pour ouvrir un compte bancaire. On ne peut ne pas parler de la violence, les amis. C'est bien beau de célébrer
la journée internationale des droits de la femme, si on parle des progrès qui sont enregistrés du point de vue politique et qu'on n'aborde pas la question de la violence faite aux femmes dans nos pays, on n'est pas plus avancé. Eh bien, je sais que la religion, il compte pour beaucoup. Par exemple, lorsqu'on va exciser une jeune fille au nom de la religion, lorsqu'on va exciser une jeune fille au nom des traditions, mais c'est une forme de violence. La question des mariages forcés, c'est de la violence aussi. C'est le cœur qui aime. Imaginez qu'au 21e siècle, au nom de la soi-disant tradition, eh bien que ce soit des parents qui décident que telle jeune fille ferait bien à tel homme. Et quand on réfléchit sur la véritable motivation de cela, l'argent n'est jamais trop loin. Les parents sont motivés par leur bien-être à eux et très tôt, ils vont caser la jeune fille qui est encore mineure avec tel monsieur qui peut être, n'est-ce pas, son père, qui peut parfois même être son grand-père, mais on dit, écoutez, il a de l'argent, il a un statut dans le village, on va donc lui donner pour femme notre jeune fille. Mais ça, c'est de la violence parce que c'est le cœur qui aime. Et nous savons que dans beaucoup de nos pays, eh bien, ces jeunes filles-là essaient de résister, mais elles sont ostracisées par leur famille. Parfois même, n'est-ce pas, leur parenté les nie et les livre au banditisme parce qu'elles refusent tout simplement, n'est-ce pas, tel monsieur qu'elles ne connaissent pas et qu'elles n'acceptent pas comme mari. Dans d'autres cas, encore une fois, le Nigeria, on a ce qu'on appelle le phénomène des mères maquerelles. Des mères qui, pour mener, n'est-ce pas, une vie décente, envoient leurs filles faire le trottoir dans la capitale ou envoient leurs filles faire le trottoir, n'est-ce pas, dans les villes occidentales. Mais à un moment donné, il faut aborder ces questions-là. On a trop de tabous par rapport à ce type de violence-là, en sorte que, précisément parce qu'on n'ose pas en parler, eh bien, ces pratiques qui sont au fait le déni des droits de la femme se perpétuent parce que personne n'en parle ouvertement. Et le prétexte qu'on se donne, c'est que c'est la tradition. Le prétexte qu'on se donne, c'est que c'est la religion. La violence en question, c'est la violence que les hommes exercent ou infligent à leurs femmes en les battant, en maltraitant des enfants. Tenez, en parlant de violence, je sais que là, je vais toucher une corde sensible. Est-ce que c'est normal au 21e siècle que des parents battent leurs enfants sous prétexte qu'ils les éduquent? Bon Dieu, nous sommes au 21e siècle. La science prouve qu'on n'a pas besoin de frapper, on n'a pas besoin de violenter pour faire comprendre à l'enfant telle notion qu'on veut lui transmettre. Au fait, en le frappant, l'enfant, en battant notre enfant, ce qu'on est en train de faire, c'est de semer chez lui des comportements de violence qu'il va, cet enfant-là, une fois qu'il devient adulte, reproduire à la nouvelle génération, en sorte qu'on sera toujours pris dans un cercle vicieux de violence. Il faut casser, il faut cesser la violence qui est faite aux femmes si l'on veut parvenir ou si l'on veut espérer un jour parvenir à l'égalité des droits, n'est-ce pas, de la femme avec l'homme. Je sais que dans certains pays, au Kenya par exemple, il y a un village qui s'appelle Umoja, dans lequel ce sont des femmes qui ont subi de la violence, soit de la part de leur mari, soit de la part de leur famille et qui aujourd'hui décident d'exprimer leur solidarité entre elles pour que cela cesse. Et là, elles ont construit un village qui dit non justement à la violence faite aux femmes. Eh bien, en plein 21e siècle, nous devons aborder cette question-là. Mais vous savez, même dans quelques-unes de nos cultures, il faut le dire, on banalise la chose. Quand un homme frappe une femme, il n'y a rien là. C'est comme si on n'est pas suffisamment viril, si on n'a pas encore tapé sa femme. Et parfois même, les autres hommes qui regardent ça, ils applaudissent un mec qui bat sa femme. Ou alors, malheureusement, et je le dis tout bas, certaines femmes s'estiment n'être pas suffisamment aimées si elles ne sont pas encore tapés par leur mari. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle une pathologie. Quand je crois qu'on doit me battre
pour me sentir aimé, c'est que je ne suis plus dans un mode sain, S-A-I-N, je suis déjà dans une pensée pathologique et je dois être traité. La violence n'est pas vertueuse. Quand dans une culture, quand dans un village, quand dans une communauté, on banalise le fait que des parents battent des enfants, eh bien c'est que plus tard, on va banaliser le fait que des hommes battent leurs femmes et on va banaliser le fait que des parents imposent, n'est-ce pas, tel homme à telle fille pour leur satisfaction personnelle. Eh bien, on ne peut aspirer aujourd'hui à la question de l'égalité des droits de la femme si on aborde, n'est-ce pas, cette question. Mais en parlant de violence, il faut parler de la violence sexuelle. Même si je suis marié, le corps de ma femme continue de lui appartenir. Même si je suis en relation, le corps de ma blonde continue de lui appartenir. Ma femme n'a pas le devoir d'avoir du sexe avec moi. Votre blonde n'a pas le devoir d'avoir du sexe avec vous. Eh bien, vous savez, quand vous consommez le sexe contre sa volonté avec une femme, ça a un nom, ça s'appelle le viol. Et malheureusement, je le dis à notre honte parce que je suis fier d'être noir, le Congo, c'est la capitale mondiale du viol. Le pire, c'est que on utilise le viol comme une arme de guerre. On va s'accaparer du corps de la femme, en s'accaparant de son corps, en la violant cette femme-là, eh bien c'est comme si on prenait possession de tout le territoire et on jette, pour ainsi dire, l'infamie sur toute la société. Bon Dieu, dans quel temps on vit? Je voudrais profiter de cette plateforme pour rendre hommage au docteur Denis Mukwege, qu'on appelle l'homme qui répare les femmes, tandis que des salauds violent parfois des bébés. Lui, il répare les vagins, justement, qui ont été saccagés, qui ont été violés, qui ont subi toutes sortes de violences. Nous saluons, n'est-ce pas, le travail formidable, d'ailleurs, Nobel de la paix, notre frère le docteur Denis Mukwege. Donc, on a vu jusque-là ce que j'appelle les 7 handicaps majeurs en matière d'égalité de droits pour la femme à comparer à l'homme, l'éducation, l'accès au crédit, la question de l'héritage, la violence, la politique et la place dans les sphères de décision. Maintenant, je voudrais qu'on aborde la question que voici, mais pourquoi? Pourquoi banalisons-nous à ce point les problèmes qui concernent la femme? Pourquoi banalisons-nous à ce point la question de l'égalité des droits de la femme? Eh bien, souvent, lorsqu'on va réfléchir sur des comportements sociaux, eh bien, il faut voir où est-ce que ces comportements-là nous sont enseignés. On va regarder la famille, on va regarder l'école et on va regarder la religion. Et ce sont ces 3 pôles d'animation sociale-là qui sont responsables des comportements dans toute collectivité. La famille. Vous savez, les mères elles-mêmes vont élever les filles de manière différenciée des gars. Les gars vont être de véritables rois, de véritables souverains à qui on permet tout. Des gars sont élevés de manière à ce que leurs sœurs les servent. Regardez, ils vont être là, ils seront à l'école, mais on va demander à leurs sœurs de leur préparer à manger, de leur apporter à eux, n'est-ce pas, à manger, car monsieur ou ce garçon-là, ou les garçons sont élevés comme des rois. Eh bien, quand les mamans élèvent ainsi les jeunes filles, élèvent ainsi leurs garçons, eh bien ce comportement-là se reproduit ad vitam aeternam et ne changera pas parce que la famille c'est le premier pôle d'animation où on enseigne des valeurs et des contre-valeurs. Donc si on veut que ça change, si on veut que les femmes
parviennent à l'égalité des droits avec les hommes, c'est dans la famille qu'il faut commencer à changer. Il faut redéfinir les rôles. Il n'y a pas de rôle prédéfini qui serait imposé par Dieu, contrairement à ce que la religion nous impose. On va en parler. Non, les rôles varient en fonction des talents, les rôles varient en fonction des aptitudes, les rôles varient en fonction de ce qu'on appelle les charges, n'est-ce pas, émotionnelles. Il n'est écrit nulle part que c'est la femme qui doit faire à manger. Il n'est écrit nulle part dans la nature que l'homme doit s'asseoir à table, tandis que madame lui serve à manger comme si elle était sa servante. Et lorsque madame élève ses enfants de cette manière, cela veut dire qu'il n'y a aucune chance que ça change véritablement. Alors, vous qui me regardez aujourd'hui et qui vous posez la question, mais comment ça se fait que nous ayons autant de retard en matière des droits de la femme? Regardez dans la famille. Ce qu'on voit dans la société, c'est le reflet de ce qui se passe dans ce microcosme-là qu'on appelle la famille. Le garçon n'a pas plus de droits que la jeune fille. Le frère n'a pas plus de droits que sa sœur. Et ce n'est pas vrai que le frère, lui, doit aller à l'école, s'asseoir à table et attendre que sa sœur, n'est-ce pas, lui rende tous les services. Non. Eh bien, c'est toute la notion de la complémentarité qu'on a retrouvée, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Afrique et qu'on tente à oublier aujourd'hui. Et précisément parce qu'on élève nos garçons de manière à être servis par leurs sœurs, eh bien, nos garçons, ils se précipitent d'entrer dans des relations amoureuses parce que ils sont pas indépendants. Ils ont besoin de la femme pour faire à manger, ils ont besoin de la femme pour leur repasser leurs vêtements. Eh bien, rapidement, ils vont entrer dans des relations sans s'apercevoir que ils sont tout le temps à la recherche d'une autre mère, ils sont tout le temps à la recherche d'une autre sœur. Donc, si on veut briser ce cercle vicieux, c'est dans la famille qu'il faut commencer à regarder. Mais c'est l'école aussi. C'est l'école aussi. Parce que ce que fait l'école prépare les citoyens de demain. Les hommes et les femmes qu'on voit là, aujourd'hui, là, adultes, c'est pas compliqué, ils ont été préparés par la famille et par l'école. Et précisément parce que l'école est faite d'hommes et de femmes qui réfléchissent, on s'attend à ce que nos maîtres, on s'attend à ce que nos enseignants soient en mesure de faire cette réflexion-là et de se dire, waouh, pourquoi on a des sociétés si inégalitaires? On a des sociétés inégalitaires parce que l'école sème en nous les principes ou les germes de l'inégalité. Eh bien, c'est à l'école qu'on doit jeter les bases de l'égalitarisme. C'est à l'école qu'on doit jeter les bases, n'est-ce pas, de l'égalité des droits de la femme avec l'homme. Eh bien, quand on voit un homme intimider une jeune femme, eh bien, il faut tout de suite, n'est-ce pas, l'arrêter et lui dire que ça ne se fait pas. C'est le curriculum de l'école qui doit enseigner aux enfants que une femme n'est pas inférieure à un homme parce qu'elle est femme, l'homme n'est pas supérieur à la femme parce qu'il est homme. Non, c'est des tabous, c'est des idioties. Ce sont des idioties qu'il faut casser en plein 21e siècle. On voit la famille, on voit l'école, mais malheureusement, et la famille et l'école dans nos pays sont sous l'influence des religions importées. Quand quelqu'un s'imagine qu'en plein 21e siècle, il peut élever sa fille en se servant de versets, est-ce guère étonnant qu'on se retrouve avec des sociétés inégalitaires? Vous n'avez qu'à ouvrir votre Bible, vous n'avez qu'à ouvrir votre Coran, la Bible que je connais bien. Eh bien, dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui disent à un homme, eh bien, si vous violez une femme, eh bien, la seule conséquence que cela aura, c'est que vous allez devoir payer une somme d'argent au papa et épouser cette femme. Vraiment. En sorte que le corps de cette femme-là ne lui appartient pas, n'est-ce pas? L'homme peut s'en accaparer. Tout ce qu'il a à faire, c'est de payer un certain montant aux parents, comme si la femme ne s'appartenait pas, mais appartenait aux parents. Question de laver l'honneur. Et en plus, n'est-ce pas, d'épouser cette femme, auquel cas cette femme devient l'objet de son mari. Donc vous notez que, et dans la famille, la fille était l'objet des parents, eh bien, quand elle est mariée, elle devient la chose, elle devient la propriété de son mari. Eh bien,
toute cette minorisation de la femme, cette notion qui veut que la femme soit un être faible. Lisez votre Bible. Ne me dites pas que c'est seulement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi. L'apôtre Pierre dit, écoutez, dans ses conseils qu'il prodigue, n'est-ce pas, aux gens d'église, il dit, il faut traiter la femme d'une certaine manière. Pour quelle raison? Parce que la femme est un être faible. Et aujourd'hui encore, dans nos églises, les pasteurs, les prêtres, n'est-ce pas, les imams enseignent que les femmes sont des êtres faibles. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. La femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise, n'est-ce pas, à son chef qui est le Christ. Mais voyons, nous sommes au 21e siècle. Nous nous sommes battus contre l'esclavage parce que l'esclavage reposait sur le principe de la soumission d'une race à d'autres races, sur le principe de la soumission d'un groupe d'individus à d'autres individus. Et nous acceptons que dans nos églises, dans nos religions, on enseigne la soumission de la femme à l'homme. Voyons donc. Donc vous notez que la religion ou les religions importées, je parle essentiellement du christianisme et de l'islam, sont complices aussi de l'inégalité des droits entre la femme et l'homme. Mais il faut parler, si on veut être honnête, de nos fameuses traditions. Voyons donc. On commet trop de crimes dans les pays africains au nom de la tradition. On excise au nom de la tradition. On impose les mariages forcés à nos filles au nom de la tradition. On refuse des droits à la femme au nom de la tradition. On esclavagise littéralement, c'est-à-dire on oblige les femmes à servir leur mari au nom de la tradition. Voyons donc. Eh bien, il est de tradition que des traditions changent aussi. Au 21e siècle, on ne peut plus vivre comme si on était au 5e siècle avant l'ère commune. Il faut changer les choses. Aujourd'hui qu'on est de plus en plus conscient de l'intelligence des femmes, aujourd'hui qu'on est de plus en plus conscient, n'est-ce pas, de l'apport potentiel des femmes à la vie communautaire, on ne peut plus accepter qu'au nom de la tradition, on impose des travails forcés. On ne peut plus accepter au nom de la tradition que les jeunes filles n'aillent pas à l'école. On ne peut plus accepter au nom de la tradition que les hommes violentent les femmes au nom de la tradition. Les traditions sont utiles quand elles favorisent l'émancipation d'une communauté. Est-ce que je peux reprendre ça? Une tradition est utile dans la mesure où elle permet l'émancipation des hommes et des femmes qui la composent, cette communauté-là. Mais quand une tradition a été conçue par une partie de cette communauté pour, n'est-ce pas, banaliser, pour bafouer les droits de l'autre moitié, eh bien, vous savez quoi? Il faut changer cette tradition. Donc l'idée de considérer la tradition comme étant une notion sacro-sainte à laquelle il faut pas toucher, c'est de la foutaise. Dès que quelqu'un évoque la tradition pour bafouer le droit de l'autre, c'est qu'on est déjà dans la démagogie. Donc, ne m'évoquez pas la manière dont vous avez été éduqué dans votre famille. On change aussi une éducation. Ne m'évoquez pas la manière dont vous avez été scolarisé. Eh bien, on change aussi un curriculum. Ne m'évoquez pas, n'est-ce pas, vos valeurs religieuses. Les religions ont été conçues par des hommes pour contrôler les femmes. Les religions ont été conçues par des hommes pour avoir une mainmise sur l'autre moitié. Est-ce guère étonnant que dans la religion, dans les religions importées, que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme, il n'y ait pas de leader féminin? Allez donc chercher un imam femme dans les mosquées. C'est même un blasphème. Allez chercher, n'est-ce pas, un évêque féminin dans vos églises catholiques. C'est même un blasphème. Lisez votre Bible et vous comprendrez pourquoi, si vous voulez parvenir véritablement à l'émancipation de la femme dans nos sociétés, nous devons procéder à une remise en question de la manière dont fonctionnent nos familles. Il nous faut procéder à une remise en question du curriculum de nos écoles. Qu'est-ce qui est enseigné dans nos écoles? Est-ce qu'on enseigne l'égalité des droits de la femme avec les hommes? Il nous faut procéder à une remise en question de ce qui est dit dans nos religions importées, mais aussi remettre en question
nos traditions. Vous savez quoi? Malheureusement, nous sommes injustes même dans nos vocabulaires. Lorsque des hommes sont opprimés ou oppressés, on les appelle des martyrs. Lorsque les femmes sont opprimées ou oppressées, on appelle ça des traditions. Que c'est injuste. Il nous faut changer cela. J'espère que l'émission d'aujourd'hui nous a été utile à nous tous et à nous toutes. J'espère surtout que cette émission va nous porter à procéder à une remise en question des diverses formes d'humiliation, des diverses formes de souffrance que nous imposons à l'autre moitié de l'humanité, à savoir notre mère, notre sœur, notre femme, notre blonde. Merci d'avoir été à l'écoute. Que cette émission soit pour nous tous et pour nous toutes l'occasion d'une réflexion sur la véritable égalité de la femme avec l'homme. C'est un sujet qui me touche directement parce que je suis père de 4 filles et franchement, j'aurais pas aimé que mes filles soient traitées comme étant des êtres inférieurs seulement parce qu'elles sont filles. Au 21e siècle, il faut pousser la question de l'égalité des droits de la femme et de l'homme. C'est un sujet qui est venu me chercher en tant que père. J'aimerais que mes enfants et mes petits-enfants vivent dans un monde où on est apprécié non pas en fonction de son sexe, mais en fonction de qui l'on est, en fonction de ce que l'on fait. Merci, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Nous sommes ensemble. Continuez à liker si vous aimez. Continuez à partager dans vos réseaux respectifs et continuez à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir. L'émission Lumière sur le monde est désormais disponible sur la chaîne panafricaine de Media to Africa via Facebook et YouTube. Merci à notre fier partenaire. On est ensemble.